Le sujet est très parlant. 62 ans déjà de dépendance. Parce que je considère qu'on n'est pas indépendant. Parce qu'on n'est même pas libre de choisir même la qualité d'eau qu'on boit, ni même d'accepter les résultats électoraux où les constitutions ne sont pas respectées. Après 62 ans de dépendance. Alors que moi je sais que dans les démocraties, la majorité est à 18 ans. Mais en Côte d'Ivoire, on a déjà 62 ans. On n'est toujours pas majeur. Selon les impérialistes, on n'a pas le droit de choisir même ce qu'on veut faire, ni ce qu'on aime, ainsi de suite. Donc moi je considère que les 62 ans de dépendance sont une forfaiture et une imposture citoyenne qui a été vendue. Ils ont vendu du vent, ils ont vendu du vent et du courant d'air. Parce qu'il y a 62 ans de cela, nos ancêtres, nos parents chantaient indépendance, tcha-tcha, positive. Mais ils se sont fait avoir, il n'y avait pas d'indépendance, on est encore dépendant. Parce que le pouvoir s'arrache et la liberté aussi s'arrache au forceps. Cette dépendance, c'est le fait que le colon n'est jamais parti, n'a jamais permis à ce que le citoyen lambda, le citoyen ivoirien, mais il n'y a pas que les citoyens ivoiriens, tous les États qui ont eu leur indépendance dans la même année et jusqu'à maintenant n'ont toujours pas été indépendants. C'était vraiment une forfaiture. Donc c'est une escroquerie morale, citoyenne, diplomatique. Et donc tant qu'on n'a pas pris conscience et connaissance de ces accords néocoloniaux, étant ces accords de coopération unilatéraux, parce que ce n'est pas des accords bilatéraux, c'est des accords unilatéraux qui n'arrangent que le colon. Et donc, nous, on considère qu'on n'est pas encore indépendant, mais c'est d'abord au peuple de prendre conscience qu'il n'est pas indépendant, afin qu'il puisse se prendre en charge, voilà, sans commander, mais arracher le pouvoir, tout simplement. Quand je suis en Côte d'Ivoire, j'ai un constat d'amertume en même temps, et un constat aussi d'espoir. Parce que je considère que nous, les mamans, nous, les femmes, on donne la vie. Si nous, on perd espoir en l'avenir, c'est que le peuple, il va partir en vrille. Donc, on a l'obligation de tenir pour pouvoir sauver les vies qui restent à sauver, tout simplement. L'état des lieux est désastreux, la vie coûte cher, et nos villages sont assiégés par le grand remplacement qui n'est pas dit, qui est fait, qui a été organisé par l'OTAN et l'ONU. Mais ça ne date pas des élections sous le président Gbagbo. La Côte d'Ivoire a traversé plus de 30 ans de transition. On est dans la transition. La transition a eu lieu. La Côte d'Ivoire traverse 62 ans de transition, on va dire. Au soir de l'attribution, on va dire, de la déclaration des indépendances, c'est au soir là de 1960 que la Côte d'Ivoire est rentrée dans sa période de transition et n'en est toujours pas sortie. Parce que tout ce qui a été signé par le président, notre premier président feu, Félix Houphouët-Boigny, tout le monde y croyait, sauf la France. On dit de toute façon, tout menteur vit aux dépens de celui qui lui croit. Et donc, nos aînés, nos devanciers avaient cru à la bonne volonté de la France qui a signé ces accords-là sous le général de Gaulle et ainsi de suite. Mais au soir des résultats, c'est resté dans le tiroir. Houphouët-Boigny, Dieu merci, il a quand même pu faire la loi sur les travaux forcés, parce que quand il était député ici, mais malheureusement, la Côte d'Ivoire subit les travaux forcés, non avoués, mais les Ivoiriens subissent ça. L'immigration forcée, la déportation forcée, l'emprisonnement forcé, la démocratie est en berne. Et donc, nous, on considère qu'on a beaucoup encore à faire, tout simplement. Et malheureusement, il y a beaucoup de chambres parlementaires. Et le Sénat, normalement, c'est pour les Français, les Ivoiriens de l'étranger. Le Sénat, normalement, ça devait être la chambre des Ivoiriens de l'étranger, minimum. Et il n'y a pas beaucoup d'Ivoiriens de l'étranger là-bas. Donc je pense qu'on a beaucoup de postes à occuper, on a beaucoup de pouvoirs à arracher, tant au niveau parlementaire que tant au niveau des sénatoriales. Les villages sont assiégés. Il y a eu un accaparement et un siège progressif. Ils ont déplacé les gens dans les différents villages, ils les ont versés là-bas, déversés là-bas, pour organiser le grand remplacement des autochtones de l'Ouest. Et ça a été préparé depuis la nuit des temps par le HCR, par l'ONU, par les Nations Unies et par tout ce qui est MONUSCO, ONUCI et consorts. Et donc, c'est une guerre qui est faite aux Ivoiriens autochtones, mais qui n'est pas dite à ciel ouvert, mais qui est subie, surtout dans nos villages de l'Ouest, qui sont remplacés par des gens qui sont arrivés du Bénin, du Togo, ainsi de suite, qui étaient enrôlés dans l'armée Ecomorg, que j'appelle Ecomorg, parce que sinon c'est Ecomorg, c'est une armée militaire qui est là pour défendre normalement les gens de la CEDEAO. Et ce sont ces gens de Ecomorg qui occupent nos terres et dans nos villages et qui passent leur temps à faire des règlements de compte contre les autochtones. Parce qu'ils ont fait l'accaparement de nos terres. Quand les Ivoiriens vont dans les forêts, dans leur propre forêt, ils ne sont pas libres d'aller au champ et revenir sans recevoir
une machette ou ainsi de suite. Et donc, ce fléau s'accentue plus quand c'est la période de la récolte de café-cacao, parce que toute la zone de l'Ouest, il y a des braquages, il y a des coupeurs de route. Souvent, ça s'accentue à la période de la récolte du café-cacao et des lévéas, ainsi de suite. Et c'est là, tout le monde, les gens, ils viennent, ils font les braquages, des cambriolages, et ils partent avec les récoltes des gens, sans sommation, pour ne pas dire. Voilà. Et donc, ces personnes qui sont venues par l'armée Ecomog, ils sont venus par l'armée de Ouattara, bien entendu, qui a été organisée par Sarkozy. Et ces personnes-là, étant donné qu'ils ont fait une guerre à crédit, de temps en temps, vous entendez, ils disent qu'ils viennent réclamer leur salaire de guerre et tout. Mais ces butins-là de guerre, ils considèrent que c'est le peuple ivoirien qui leur doit ça et non même plus les politiques. Et donc, eux, étant donné que Ouattara ne leur a pas donné leur butin de guerre, plus on leur avait promis une villa et des millions et des milliards qu'ils n'ont pas reçus, parce que d'abord on ne sait même pas combien de personnes ils sont. Donc lorsqu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient fait une guerre, non seulement à crédit, mais en plus c'était l'OTAN et l'ONU qui avaient organisé la guerre, la déstabilisation du président Gbagbo. Et d'abord avant ça, c'est l'OTAN et l'ONU qui avaient fait la déstabilisation du président Henri Konan Bédié. Donc voilà, où ça avait déjà commencé en ce temps-là. Et donc, ils sont dans le prolongement, et pour ne pas dire aussi les prolongations de la guerre qu'ils avaient faite. Donc ça va bientôt faire 62 ans de transition. La Côte d'Ivoire est dans sa transition de 62 ans. Alors quand on voit des gens qui disent oui, transition au Mali, c'est trop long, 5 ans ou bien quoi que ce soit, mais nous on fait toute la zone francophone, on est dans la transition depuis les indépendances. Discernement géostratégie oblige. Le peuple francophone, ils sont dans les transitions depuis le soir des résultats des indépendances, des proclamations des indépendances. Les peuples francophones sont dans la période de transition. Donc je pense que si on n'a pas fait l'état des lieux, le bilan de 62 ans de transition de nos indépendances autoproclamées, on ne peut pas avancer, tout simplement. Quelle stratégie pour sortir de cette situation? C'est d'abord la démocratisation des accords de coopération unilatéraux. Parce que moi, je n'appelle pas ça le pacte colonial, par exemple. Tant que les peuples n'ont pas compris déjà qu'est-ce qui est écrit dans ces accords, où on ne peut même pas vendre nos matières premières sans passer par la France, tant que la France ne décide pas de ce qu'on va faire, de ce qu'on va planter sous nos terres. On peut creuser à des longueurs sous terre, mais pas dépasser certains centimètres, pour ne pas dire certains mètres sous terre, parce qu'en dessous, c'est la propriété de la France. Ça aussi, il faut que les Ivoiriens le sachent. On peut creuser au minimum au niveau des puits pour avoir de l'eau. Mais en dessous, comme il y a du pétrole, il y a l'or, il y a le diamant, ça, l'Ivoirien lambda n'a pas le droit, même s'il est sur sa parcelle de terre. Donc, il y a beaucoup de choses que les gens devraient savoir, parce qu'ils ne savent pas leurs droits. C'est pour ça qu'ils se font surprendre par certaines choses. Et quand on connaît ses droits, on sait qu'on doit aussi connaître ses devoirs. Aussi. Donc, à ce niveau-là, je garde espoir. Hein. Je garde espoir par rapport à un avenir meilleur pour la Côte d'Ivoire. Et je voulais aussi soulever le sujet sur la polygamie, qui est un sujet qui fait parler beaucoup, jaser un peu, qui fait couler beaucoup d'encre. Et les gens me demandent, mais mademoiselle Saki, qu'est-ce que vous pensez de la polygamie, puisque vous êtes assez silencieux sur ce sujet-là? Non, je ne suis pas silencieux sur ce sujet. Au contraire, c'est une boîte à Pandore qu'ils sont en train d'ouvrir. Et le sujet est très intéressant. Pourquoi je dis ça? Parce que si on dit les hommes naissent libres, égaux en droit et en devoir, donc si les hommes ils font en train de faire un projet de loi sur la polygamie, mais automatiquement, ce sera une loi en même temps unilatérale sur la polyandrie. Puisque déjà les monogames, ils ont déjà du mal à subvenir aux besoins de leurs propres enfants. Maintenant, si on veut nous imposer la polygamie, automatiquement la polyandrie. Parce que la justice se base sur la balance. Maintenant, est-ce que l'homme est prêt à accepter que sa femme aille courtiser même un autre homme, ou bien qu'elle soit courtisée par quelqu'un d'autre? C'est là où le sujet. Donc le sujet sur la polygamie, c'est les hommes eux-mêmes qui vont faire que cette loi n'aboutisse pas. Donc les femmes n'ont pas besoin de faire un combat pour ça. Parce que c'est l'occasion pour que les gens qui vivent dans la polygamie, qu'elles puissent être reconnues. Et l'homme, il va finalement finir par payer les pensions alimentaires. Il va finir par s'occuper véritablement, sans hypocrisie, de la femme qui courtise à huis clos, tout simplement. Donc la polygamie est égale à la polyandrie et aussi est égale à la Déclaration universelle des droits de l'homme et de la femme. Moi je pense que c'est une loi pour faire parler un peu, parce que déjà, je pense que le gouvernement actuel ou bien les députés
devrait plutôt s'accentuer sur des projets de loi, déjà même sur la sécurité alimentaire du citoyen ivoirien lambda. Déjà, quel est le panier de la ménagère qui est un sachet? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Et qui contrôle déjà la sécurité alimentaire? D'où viennent les viandes, les poissons et tout qui sont sur les étals dans les marchés et tout ça? Il faut que les élus, les parlementaires s'occupent du quotidien du peuple. C'est de ça normalement. On dit parlementaire, c'est pour pouvoir parler au nom du peuple. Mais malheureusement, ils sont occupés à autre chose et occupés à faire les éloges du dictateur. Et donc du dictateur Alassane Dramane Ouattara, bien entendu, qui s'est autoproclamé souverain suprémaciste de la République démocratique de Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire est une république démocratique, n'en déplaise à certaines personnes qui ont une vision, une idéologie assez dictatoriale, la Côte d'Ivoire est une démocratie, tout simplement. Donc le pouvoir appartient au peuple. Maintenant, c'est quand le peuple va prendre conscience que c'est celui qui a le pouvoir, et c'est là maintenant que quelque chose va se passer. Tout simplement. Et je remercie le peuple malien qui font ce qu'ils peuvent, mais qui soient très vigilants parce que le serpent n'est pas mort. Je m'adresse à la jeunesse panafricaine pour dire que nous sommes plus de 55 États. C'est un village. L'Afrique est un village. Ce sont les frontières qu'on nous a imposées. Et donc quand le Congo est assiégé, quand le Rwanda est assiégé, ou quand le Mali est assiégé, ou quand le Sénégal est assiégé, nous, femmes africaines, nous nous sentons concernées parce que c'est nous les premières victimes de toutes ces guerres qui sont provoquées par les hommes, la plupart du temps, bien entendu. Et après, ce sont les femmes qui sont les premières victimes de ces guerres-là. Donc, soyons très vigilantes et on veille à ce qu'il y ait le partage équitable des droits aussi. Parce que c'est la femme qui a le pouvoir matrilinéaire. Parce qu'elle donne la vie. Elle donne la vie, mais grâce à l'homme. Et donc, les deux ne sont pas opposés, mais ils sont complémentaires ensemble pour pouvoir apporter une paix, une cohésion sociale dans la famille et dans la nation. Donc, mon message revient à toutes les femmes africaines et à toutes les femmes du monde entier pour dire que soyons solidaires ensemble, car notre ennemi commun, c'est la finance. Et pourtant, si l'argent était équitable, on n'aurait pas d'ennemis communs, mais il y a des gens qui se croient au-dessus des autres et qui font leur loi, entre guillemets, parce que les peuples ne sont pas éclairés. Et donc, blanc, noir, quelle que soit notre origine ethnique ou quoi que ce soit, ni même la religion, on doit être unis ensemble pour pouvoir, d'un même accord, d'un commun accord, sauver des peuples et des vies, tout simplement. Donc c'était Mireille Liliane Saki, conseillère municipale à la ville de Sevran, ambassadrice de paix et présidente du CEFIACI, qui est le collectif des Français d'origine ivoirienne et les Amis de la Côte d'Ivoire.